Objectif 80 médailles. Présenté par la Fédération française de la Loose. C'est Louis de la Fédération française de la Loose. On est en direct du Club France pour votre émission quotidienne des JO. Pendant toute cette quinzaine olympique, on va voir ensemble les espoirs brisés, les déceptions sur le fil, les fameuses presque médailles tricolores et parfois quelques petites trahisons. Pendant 15 jours, nous sommes là avec vous pour décrypter à notre sauce le plus grand événement sportif du monde. Et pour m'accompagner dans cette quête des 80 médailles ou pas, mon fidèle acolyte sera bien sûr de la partie. Comment tu vas, Antoine ? Eh bien, je suis au top, là, j'ai la motivation, le soleil est pas du tout là, mais on est là. Et est-ce que tu as autant la motivation que notre invité du jour ? Notre invité, c'est Nogody Noé pour les intimes. Comment ça va, Noé ? Nogody, comment tu veux qu'on t'appelle d'ailleurs ? Bon, comme les gens ont envie de m'appeler, peu importe honnêtement. Eh ben, ça sera Michel. Eh ben, ça sera Michel, parfait, allons-y. Non, mais ouais, ça va très bien. On est en plein dedans, c'est les JO, c'est incroyable. Ouais, alors Nogody, t'es notre référent rugby pour l'émission d'aujourd'hui qui va être légèrement teintée de rugby à 7, on va le dire. Ouais. Pour ceux qui te connaissent pas forcément encore, comment tu te présenterais ? T'as plein de casquettes aujourd'hui, c'est streamer, créateur de contenu. Oui, bon, créateur de contenu, c'est le terme large, on va dire, mais effectivement, je suis streamer. J'aime bien parler de rugby, c'est une très grande partie de mon contenu. Et ouais, voilà, c'est ça qui me décrirait très brièvement, on va dire. Ouais. De toute façon, on a besoin de toi parce qu'on n'y comprend rien en rugby. Ouais, mais moi non plus, mais comme les gens non plus, ça va. En fait, c'est que du bluff le rugby. Ouais, j'arrive à faire Très illusion, mais... On t'a invité pour sensibiliser tout le monde aujourd'hui au rugby à 7. Avant ça, on va commencer cette émission, et ça sera notre petit fil rouge de la quinzaine, avec un fameux tableau qu'on aime beaucoup, c'est le tableau des presque médailles. Je sais pas si ça te parle, ce tableau des presque médailles, Noé. J'ai déjà vu, ouais. Tu l'as déjà vu passer. Antoine, peut-être rappelle-nous le principe. Le principe est assez simple, hein. Ce tableau, il nous rappelle en fait tous ceux qui ont des médailles en chocolat. Donc toutes les 4e, 5e et 6e places seront comptabilisées dans ce tableau qu'on va mettre à jour chaque jour pour nous rappeler qui sont les meilleurs non médaillés de ces Jeux Olympiques. Bon, pour l'instant, on n'en a pas encore eu, forcément. Pour l'instant, on est premier. On est au tout début. Ouais, on est au premier ex-aequo avec les 205 autres nations. On avait fini combien à Tokyo du classement des 4e places ? On avait fini à une triste 12e place avec 12 médailles en chocolat noir, du coup, on va dire. Ouais, 18 en chocolat au lait et 12 en chocolat blanc. Hein. Loin derrière les États-Unis et la Russie qui n'est plus là. Ouais, il va falloir se sortir les pouces là pour intégrer ne serait-ce qu'un top 10. Ce serait quoi la plus belle place, Noé, au classement des presque médailles pour la France ? C'est un grand débat. Est-ce qu'il faut être premier du classement des presque médailles, 4e, 2e, tu vois, on sait pas. Mais ouais, je trouve que pour être vraiment dans le thème, faut être premier. Hein. Ouais, premier. Premier, okay. C'est vraiment. Et on est chez nous, hein. Tu t'es bien loupé, quoi. franchement, ce serait beau. Ouais, écoute, je te propose qu'on fasse une petite revue de tout ce qui s'est passé depuis le début de ces Jeux Olympiques, parce que ça a commencé quand même il y a 2-3 jours, et qu'on parle notamment de rugby. Et avant ça, petit aparté sur hier. Est-ce que tu as regardé notre magnifique cérémonie ? La cérémonie, je l'ai regardée et c'était assez exceptionnel, on va pas se mentir. Je trouvais ça assez dingue. Il fallait bien qu'il y ait un élément extérieur qui vienne un peu gâcher ça, la pluie. Mais ça crée une identité, un truc un peu fort que j'ai bien aimé. Ouais, j'ai pas envie qu'on la compare à celle du rugby. J'allais te poser la question justement. Moi ouais, je me disais, il manquait quand même un truc, c'était l'homme coq. Non, moi je la trouve à peu près du même niveau que celle de la Coupe du Monde de rugby. On n'a rien à lui envier à la cérémonie d'hier. Voilà, c'était exceptionnel, un grand moment. Ouais, c'était beau, franchement. Ça a pas manqué un peu de Patrick Sébastien quand même ? Ça manquait un peu de Sud-Ouest. Un peu de valeur de rugby, ça manquait un peu de Sud-Ouest, un peu des valeurs de rugby, mais bon, je vais pas me plaindre, on est à Paris, c'est Paris 2024, quoi. C'est vrai qu'on était quand même dans le thème. Bon, parlons de rugby, justement. Le rugby à 7, c'est quoi ce sport ? C'est quoi ce sport où on enlève des joueurs et on dit que c'est une nouvelle discipline, là ? En fait, le truc, c'est que... À 15, on a passé des années et des années à convaincre les gens. Moi, j'ai du mal avec le 7, je viens du 15. Okay. On a passé beaucoup de temps à convaincre les gens qui ont été des athlètes. Parce qu'on savait faire une passe, du coup, on avait un poste pour toi. T'es un peu gros, un peu costaud, tu pousses bien, on a un poste pour toi. Tu sais jouer au pied, on a un truc pour toi aussi. Le problème avec le 7, c'est que les mecs, ils savent tout faire. Donc nous, à côté, on passe pour quoi ? Tu vois, c'est ça qui me dérange un petit peu. D'accord, ok. Donc toi, en tant que mec du 15, t'aimes pas les mecs du 7 ? J'ai un peu du mal avec eux parce que... Comme à Paris, en fait. Ils remettent un petit peu en doute notre légitimité. Et ça me plaît pas. Ouais. Mais ils sont au JO, donc on est obligé de les considérer un petit peu. Et puis bon... heureusement, on a Antoine Dupont qui vient du 15
et qui nous rehausse un petit peu notre légitimité dans ce sport. Donc heureusement qu'il est là. Mais non, le set, c'est la Formule 1 du rugby, comme elle est décrit. C'est des matchs très courts, des tournois de plusieurs jours. C'est énormément de jeux. L'esprit Seven, c'est presque pas de jeu au pied, presque pas prendre les points. C'est que jouer du ballon sur un terrain immense avec moins de la moitié des joueurs. Et c'est exceptionnel, c'est du rugby en accéléré, c'est du jeu. Je trouve que c'est beaucoup plus lisible qu'un match de 15 pour quelqu'un qui connaît pas. Franchement, penchez-vous sur le set si vous connaissez pas, parce que c'est un vrai bonheur, et je trouve qu'en plus le format est très adapté au JO. Mais du coup, si je comprends bien, le rugby à 7, c'est un peu grossophobe. C'est malgré lui, peut-être un petit peu grossophobe en effet. Je veux dire, mais il y a quand même 2-3 joueurs un peu costauds quand même. Il y en a dans le circuit qui sont, mais ça veut dire que du coup tu peux pas cacher les nuls dans une équipe de rugby à 7 comme tu. Il y a pas d'arrière droit. Bah tu les prends pas. À 15 tu peux les. C'est quoi le poste où tu mets les nuls? Par exemple au foot, si t'es pas bon. Moi par exemple à 12 ans mon coach m'a fait passer d'attaquant à arrière gauche. C'était sa façon de me dire arrête le foot. Comment tu fais rugby? C'est quoi le poste pour ça? Bah le truc c'est que là t'as une liste de seulement 12 joueurs, donc en vrai tu les prends pas les nuls, tu prends que les 12 bons joueurs. Les nuls bah tu les mets en tribune et tu les mets dans le 15 qui mettent un petit peu d'ambiance, parce que habituellement contrairement au JO les stades sont pas trop remplis. Ça commence à aller de mieux en mieux. Mais là, il y avait une Coupe du Monde en Asie, non? Il y a des étapes absolument partout dans le monde. Ouais. En gros, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est le Tour de France. C'est-à-dire qu'il y a des étapes toute l'année, oui, globalement, où à la fin, il y a des classements à la fin de ces étapes-là qui donnent une sorte de classement général à la fin. Et c'est Pogacar qui gagne. Et c'est Pogacar qui gagne tout le temps, comme à chaque fois. Non, c'est... à l'époque, le premier du classement général à la fin était champion. Maintenant, c'est différent. Les 8 premiers font un tournoi final. Donc des sortes de playoffs. C'est le Masters, quoi. Que la France a gagné d'ailleurs. On a fini 5e de la saison régulière. On allait se gagner le titre. Et là, on a battu l'Argentine qui était première de saison régulière. Exactement, en quart de finale. C'est ça. Oh mince. Et donc là, donc déjà, on s'en est séparé des Argentins lors des finals, alors qu'ils avaient fini premier de la saison régulière. Et là, maintenant, on fait la même chose. Ici. Et donc là, il nous reste 4 équipes engagées dans le tournoi, dont la France qui affronte l'Afrique du Sud cet après-midi. Au Stade de France? Au Stade de des France. bons souvenirs, France-Afrique du Sud au Stade de France. Mais je crois pas qu'on les ait joués récemment, l'Afrique du Sud au Stade de France, il me semble. Ouais, non, ça dit rien. Non. Ah non, j'ai souvenir de Ramos. Je sens un peu de génie. Je pense que tu te trompes. On n'a jamais joué l'Afrique du Sud. Si je te dis Ben O'Keefe en ASMR, ça va te parler ou pas? Non, vraiment, je n'ai pas de. Course de Colby. Non, je pense que non. Colby. Non, bon. Non, ce match n'a jamais existé. Je crois. Très bien, on est dans le déni bien le plus sûr, en vrai, c'est le déni total, mais la revanche, en vrai, c'est une petite revanche. Alors, c'est pas le même sport, c'est pas la même discipline, mais on le prend quand même comme une revanche. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Est-ce que justement le fait de jouer l'Afrique du Sud au Stade de France quelques mois après qu'il nous ait éliminés, est-ce que c'est justement il y a cet esprit de revanche, ou au contraire, vu que c'est pas la même discipline du rugby, les vrais fans de rugby, les vrais de vrais, toi, ceux qui te suivent, est-ce qu'il y a quand même cet esprit de revanche parce que c'est le même pays, ou en fait non, on s'en fout, c'est pas la même compétition? Est-ce que vous avez été content que l'Argentine sorte face à nous en quart de finale? Bonne réponse. Tu nous demandes quelle casquette là? Par déduction, ça fonctionne un petit peu pareil, je pense, pour le. Alors, c'est du 14 minutes, ça va à 15 000 à l'heure, c'est pas forcément les mêmes joueurs, c'est pas forcément le même jeu. Mais oui, bien sûr, les fans de rugby, il y aura le stade de France plein qui va chanter pour l'équipe de France. Bien sûr qu'on aura le match en tête. Il y a Dupont en plus qui a vécu ce match-là. Et Dupont d'ailleurs qui est remplaçant. Est-ce qu'il serait pas un peu surcoté? Désolé, j'ai envie de dire cette phrase au moins une fois dans ma vie. Je pense qu'on voit dans le tournoi que ça n'a jamais été un grand joueur, Dupont. Voilà, tout simplement. On voit la vérité. Lui donner sa chance. C'est clippé, hein. C'est bien de lui donner sa chance. Ouais, il faut bien. C'est, je pense, pour que les gens du 15 s'y intéressent un petit peu et puis qu'ils puissent jouer un petit peu, parce que sinon il joue pas beaucoup dans la saison, quoi. Ouais, ça lui donne un peu de temps de jeu, quoi. C'est un peu d'exposition, quoi. Un peu d'exposition. C'est le principe des Jeux Olympiques d'ailleurs, c'est d'inviter les amateurs. Mettre en avant les amateurs, c'est ça, tout à fait. Je trouve que c'est bien fait avec la présence de Dupont. Non, en vrai, je trouve que c'est un impact player incroyable, et surtout qu'au même poste. Impact player. Ça, c'est un mot de commentateur. Exactement. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Mais non, c'est surtout qu'on a à son poste Stéphane Parès, qui est un spécialiste du Seven, qui est là depuis un moment et qui est. Je pense, pour les gens qui ont suivi notamment le match de l'Argentine, un gestionnaire incroyable, qui permet de poser le jeu, d'avoir une lecture parfaite et de faire jouer autour de lui parfaitement. Et quand on fait rentrer un Antoine Dupont, qui est probablement intrinsèquement l'un des meilleurs joueurs du monde en termes de qualité rugbystique pure, ça fait très mal. Et justement, dernière action, le il peut tirer en touche. de Fouine qu'il a mis là. C'était très beau, ça. Ça, c'est incroyable. En fait, il joue vite,
il peut tirer en touche pour finir le match immédiatement. Les Argentins montent comme pour le contrer, du coup ça libère un espace et il se régale pour le public du Stade de France. On le voit tout souriant comme ça, mais en fait c'est une brute épaisse quand il a le ballon, il est là pour abattre l'ennemi, quoi. Et puis je pense que les gens n'imaginent pas la puissance que Ouais, je l'avais vu à son plaquage contre l'Irlande là. Ultra puissant, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est vraiment la puissance d'un avant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Et on parle beaucoup des hommes finalement, mais il y a aussi les femmes qui vont bientôt commencer. Elles se situent où un peu dans la hiérarchie mondiale du rugby à 7 ? Elles sont pour moi 3e. J'aimerais bien les regarder un peu plus haut, mais non, je dirais pas 4e, désolé pour vous. 3e parce qu'il y a 2 mastodontes dans le rugby à 7 féminin, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont vraiment... globalement, elles se sont partagées la plupart des étapes cette saison. C'est Vingegaard et Pogačar. C'est le Vingegaard et Pogačar du rugby féminin. C'est les David Gaudu du rugby à 7. C'est... T'es gentil là. C'est ça, exactement. Non, mais du coup, mais par contre, elles ont déjà fait l'exploit, c'est-à-dire que les Françaises ont déjà battu les Australiennes, etc. Donc c'est possible. On est à la maison, il y a un petit élément en plus. C'est quand même plus aléatoire que le 15. Tu peux avoir beaucoup plus de surprises qu'au 15. C'est-à-dire que... En fait, t'as pas le droit à l'erreur. Et si jamais l'équipe adverse en fait une erreur et que tu prends le score et que tu te dis pourquoi pas, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que comme France-Argentine. Par exemple, quand tu bascules à 21-0 à la mi-temps, l'Argentine a beau être peut-être supérieure aussi, c'est trop compliqué pour remonter derrière, c'est impossible quasiment. Ok, donc globalement, si tu devais résumer pour un rugbix qui a jamais regardé un match de rugby, pourquoi est-ce que le rugby à 7 c'est mieux que le 15, même si toi tu viens du 15 et que tu vas pas aimer dire ça. Tu disais que c'est une super vitrine pour s'intéresser au rugby. Globalement, c'est quoi les 3 arguments pourquoi il faut regarder du 7 pendant les JO ? Déjà, tu vois toutes les équipes en une journée. Ça, c'est un vrai plaisir, je trouve, de voir autant de matchs, les joueurs qui s'enchaînent, etc. Ça, c'est très très cool. T'as pas le temps de t'ennuyer, 14 minutes, ça va très vite. Et dernier argument, c'est très lisible en vrai. C'est très lisible, c'est-à-dire qu'on voit facilement les fautes, les phases d'affrontement durent pas 1 heure avec 15 joueurs qui se montent les uns sur les autres. On comprend quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend quelque chose, contrairement à un... Ce qui est pratique quand on regarde. C'est ça, je veux dire, contrairement au 15 où on comprend pas grand-chose à ce qui se passe, mais même les joueurs, la plupart ils comprennent pas trop. Mais c'est les commotions cérébrales. Et c'est pour ça que s'ils font 10-15 commotions, c'est pas gênant parce qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe non plus, donc ils y restent, quoi. Non, alors qu'au 7, au bout de deux commotions, au 7 c'est un peu plus compliqué. Mais non, blague à part, c'est juste un rugby plus épuré, plus lisible. Et je trouve que en plus le format marche super bien avec les JO, quoi, vraiment. Bon, et écoute, merci pour cette petite initiation au 7. Maintenant, avec plaisir. Je te propose qu'on parle un peu de toi. Move. Objectif 80 médailles. Je le rappelle, on est avec Nogody, ou Noé pour les intimes, notre créateur de contenu rugby qui est partout, on va en parler d'ailleurs, aujourd'hui pour parler donc rugby à 7, jour de demi-finale et peut-être de finale aussi pour la France. De petite finale au pire. Mais toi donc, oui, de petite finale aussi, peut-être de 4e place, sait-on jamais. Le rugby, ça te vient d'où ? Pourquoi le rugby, Noé ? En vrai... Moi, j'ai pas souvenir dans ma vie de ne pas l'avoir eu. D'accord. C'est ça. T'as pas eu le choix, quoi. Ouais, en fait, c'est-à-dire que mon père est dedans depuis que je suis tout petit. Mon père est entraîneur professionnel, donc il entraîne notamment actuellement à la Nouvelle-Orléans en MLR, la Major League Rugby. Il a passé une dizaine d'années en top 14, etc. Donc en vrai, j'ai pas vraiment eu le choix. Je suis tombé dedans, mais jamais été forcé ou quoi. C'est juste que ça faisait toujours partie de mon environnement. J'ai commencé très tôt, j'ai joué pendant longtemps, donc j'ai commencé à Malmort, dédicace aux Malmortois. Ensuite, je suis allé à Brive, un des plus grands clubs de France, voilà, de loin. Je sens que t'es biaisé sur ça. Non, voilà, premier champion d'Europe quand même, attention. Premier, T'as vu l'accent qui ressort quand il parle de Brive, c'est... Premier vainqueur de Champions Cup, donc un petit peu de respect sur Brive quand même, c'est vrai. Mais voilà, j'y ai joué jusqu'en espoir, j'ai eu la chance de partager un peu le terrain avec les pros, notamment l'entraînement. Enfin, qu'à l'entraînement d'ailleurs. Ah, donc t'avais potentiellement... Ouais, alors oui et non, parce que... Une possibilité de carrière ? Normalement, c'est là où on appelle les croisés. Hein. Alors non, moi c'est pas les croisés, j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait qu'en fait j'ai jamais vraiment pu être à 100%, du coup je progressais pas forcément et à un moment j'en ai eu marre et je me suis dit on va faire des études.
Et au final, j'ai fait des vidéos. D'accord, ah bah, transition. Non, j'ai fait quand même des études. Non, j'ai fait quand même des études. Sinon, ma mère m'aurait tué. Mais du coup, tu as quand même vu le haut niveau et peut-être la chose qui a changé dans le rugby où ça s'est très professionnalisé, non? En fait, le truc, c'est que en réalité, moi, c'est un peu différent parce que depuis l'âge de 15 ans, j'étais dans le circuit sportif de haut niveau. C'est-à-dire que je suis rentré dans ce qu'était les pôles espoirs à l'époque à UCL. Après, tout ce qui était les sélections jeunes et compagnie. C'est-à-dire que j'ai connu quasiment que ça. Et en fait, c'est plus via des copains ou quoi que j'ai gardé un lien avec le rugby amateur. Mais en réalité, moi, c'est surtout un rugby très professionnalisé que j'ai connu, en plus via mon père qui était entraîneur professionnel pareil. Ouais, t'as baigné dedans, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est principalement le rugby professionnel que je vais maîtriser. Et justement, le rugby amateur, je ne le connais que très peu. Et c'est grâce au contenu que j'ai pu recoller un petit peu les morceaux avec le rugby amateur, découvrir des trucs vraiment cool, quoi. Ça t'a permis d'élargir un peu ton monde du rugby à toi, quoi. Exactement, et même de découvrir ce qu'on... Parce qu'en réalité... T'as pu découvrir les terrains sans herbe. Exactement, les terrains debout, quoi. Et puis on en a plus en top 14 maintenant avec les terrains hybrides. À l'époque, on allait jouer à Oyo, il faisait -5, il y avait de la boue partout, il faisait super froid. Maintenant, c'est plus possible, il y a des terrains hybrides partout. Mais en amateur, il n'y a pas encore, ça coûte trop cher. Et donc du coup le contenu, ça je le rappelle quand même pour ceux qui nous écoutent, Nogody, on peut te retrouver sur tes réseaux principaux. C'est quoi? C'est Twitch, Instagram. Aujourd'hui, tu te définis comment? Comme un streamer, comme un créateur de contenu, comme un streamer, parce que c'est la base de mon contenu maintenant. C'est-à-dire que à la base, je faisais beaucoup de tout ce qui était tournage, un petit peu court, histoire de raconter des choses aux gens autour du rugby. Et ensuite, j'ai élargi un petit peu tout ça. En me servant notamment de Twitch où je fais des lives régulièrement. En ce moment, on joue au Tour de France, on fait plein de trucs, mais on parle aussi très régulièrement de rugby. Et en fait, ce que j'aime bien à travers Twitch, c'est que va y avoir des questions auxquelles j'ai pas pensé, des trucs auxquels j'ai pas pensé, que je trouve hyper pertinents. Et que je vais isoler pour derrière faire des vidéos et tout. Donc c'est aujourd'hui une très grande partie de mon matière première, elle vient de Twitch. Et tu t'es lancé. En fait, moi j'ai l'impression que t'es arrivé d'un coup. Ouais. Il y avait personne sur le stream rugby. T'es arrivé, en tout cas sur le stream quotidien comme tu le fais quasiment. Et t'es arrivé d'un coup avec vraiment énormément de contenu, de volonté, de qualité aussi. C'est très propre. Quand on va voir tes comptes, on a l'impression que ça fait 15 ans que tu fais du stream. Tu t'es vraiment chauffé comme ça du jour au lendemain et tu t'es dit j'y vais à fond all-in? Alors en fait c'est oui et non, c'est-à-dire que moi je bosse déjà pour d'autres créateurs de contenu à la base. Ça c'est un truc que je dis régulièrement, notamment en stream, les gens le savent. C'est-à-dire que j'avais un petit peu les clés de comment faire du contenu qualitatif, etc. Je l'ai appliqué à ce que j'aime le plus, c'est-à-dire le rugby à la base. Et maintenant, j'arrive à toucher un peu plus de monde que juste le rugby. Mais oui, c'est surtout parce que j'avais l'impression de savoir un petit peu comment essayer de moderniser ça, surtout parce que c'était ça dont le rugby avait besoin en termes de contenu. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir révolutionné le truc du tout, hein, mais ce que je dis, c'est que j'ai peut-être eu une approche qui a touché un peu les gens parce qu'ils avaient envie d'avoir un type de contenu un peu différent autour du rugby, je pense. Ouais. Ok, et donc maintenant on peut te voir même commenter des lives en partenariat avec la Fédé de rugby, etc. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que France Rugby me fait confiance pour commenter des matchs de jeunes notamment. Très content surtout de pouvoir mettre en avant le rugby féminin jeune. Moins de 18 ans, moins de 20 ans, etc. Parce que, en vrai, le rugby féminin, c'est-à-dire que même l'élite 1, la première division, n'est pas diffusée. Elle est même pas pro déjà, donc bon, voilà. Et on ne connaît en réalité que les internationales grâce aux 6 nations. Mais en fait, pouvoir découvrir les moins de 18 ans, les moins de 20 ans, c'est se dire ça, c'est peut-être des joueuses qui arriveront dans le circuit international assez rapidement, surtout que, en plus, elles mettent des branlées à tout le monde, même aux Anglais. Désolé pour le terme, hein, mais bon, c'est le terme adapté. C'est les Anglais, on a le droit. Pour les Anglais, on a le droit. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, et les Argentines, ça aussi? Non, malheureusement, c'est surtout 6 nations en jeunes. Mais par exemple, elles ont mis 71 à 21 aux Anglaises, là, les U20. Ça s'est joué sur des détails. Hein. Ouais, à savoir que les Anglaises, en féminin, c'est au 15, en tout cas, l'un des mastodontes. C'est toujours le match, en tout cas, quand il y a les 6 nations, c'est le match qu'on Sauf qu'en pro, elles sont supérieures à nous, mais en jeune, maintenant, on commence à leur rouler dans dessus. quelques années, c'est la galère pour la FFL? Alors, c'est la galère. Vous avez un motif d'espoir, c'est-à-dire que les Anglaises sont professionnelles et les Françaises ne le sont pas. Donc, tant que c'est comme ça, à mon avis, la hiérarchie restera celle-ci en pro. Mais si jamais
la première division féminine devient pro, ce sera vite réglé. Ouais. Bon, on leur souhaite, mais pas trop du coup. Je sais pas ce qu'il faut dire. Faut qu'on arrête la FFL avant, quoi. Et juste petite anecdote, vu que du coup toi tu dois t'enfiler pas mal d'heures de live, etc. Tu dois retenir parfois des noms de joueurs ou de joueuses pas pro que personne connaît tout en même temps. T'as déjà eu une boulette, une belle petite loose en live comme ça, une anecdote J'ai passé tout un match à... par exemple, on m'avait envoyé, pour le premier match des U18 féminines, justement, on m'a envoyé une liste de joueuses avec des numéros et tout. Moi, je les connais pas parce que je les découvre un petit peu en même temps que tout le monde. Donc, parfait, j'apprends toute la liste, nickel et tout, il n'y a pas de problème. Le match commence, il n'y a pas un numéro qui correspond à la joueuse. Donc, j'ai commenté, il y avait beaucoup de monde sur live, il y avait plus de 3000 viewers, donc ce qui est quand même, pour ceux qui connaissent pas Twitch, vraiment beaucoup. J'ai commenté le match entier en disant les mauvais noms à chaque joueuse. Et je m'en suis rendu compte à la mi-temps quand les proches m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit, en vrai, c'est pas les bons noms, quoi. Tu commandes pas du tout les bonnes personnes. Et là, je me suis dit, putain, c'est génial, la mise en avant du rugby féminin. C'est l'une des premières fois sur Twitch que le match est diffusé. On m'envoie une liste, c'est pas du tout la bonne. Franchement, j'étais très heureux. Ça, c'est une belle petite loose. Ouais. Ah ouais, c'est beau. C'est dur. Parce qu'en plus, il y a les proches. C'est-à-dire que j'imagine que dans les 3000, t'as beaucoup de proches. Parce que les matchs sont à l'étranger, ils sont au Pays de Galles, ils sont en Italie. Du coup, les gens se déplacent pas, ils regardent sur Twitch parce que c'est le seul. On dit c'est qui cet escroc là ce mec qui dit n'importe quoi. Pas du tout mon nom et tout. Magnifique. Pas mal, je valide. Et écoute, je te propose qu'on passe sur une petite séquence dédiée à l'histoire et au rugby français, puisque tu es quand même un grand connaisseur de la question. Et pour cette première question, on a d'abord sollicité un joueur du Stade Toulousain qu'on aime très bien. C'est Sofiane Guitoun. On lui a posé deux questions. On lui a posé comme première question la plus grande défaite de l'histoire du rugby français selon lui, en tout cas la plus grande lose. Et après, on lui a demandé la même, mais en club. Donc je te propose qu'on écoute déjà sa première réponse et tu nous diras après si tu es d'accord. Salut la FFL, c'est Sofiane Guitoun. Alors je vais vous donner mon top lose rugbystique. Pour moi, ça serait un peu l'équipe de France pendant les Coupes du Monde. Voilà, souvent créer des exploits sur les quarts de finale et en demi-finale se ramasse. J'ai des souvenirs de 99, j'ai des souvenirs de 2003 en Australie, de 2007 aussi en France, 2011 en finale, ça fait voilà. La Coupe du Monde pour le rugby français, c'est compliqué. Pour moi, c'est une grosse lose. Et encore dernièrement, voilà, en 2023, où peu avant tu fais le grand chelem et t'as une équipe de fous et t'arrives pas à passer le quart de finale. Globalement, il nous a listé toutes les Coupes du Monde, les 5 dernières Coupes du Monde. En fait, la loose, c'est le rugby français. Là. Ouais. Non, si j'ai bien compris. Si tu devais en choisir une. Moi, c'est le quart de finale en 2015, où on prend 50 points face à la Nouvelle-Zélande. Tu peux redire le mot, le B-word. C'est une branlée. La branlée monumentale. On prend une branlée monumentale. J'ai jamais eu en plus un maillot rouge. Je sais pas d'où on sort ça. Plus jamais je veux voir ce maillot-là. Savea qui nous met des raffus comme si on était des enfants face à des adultes, le match, c'était horrible. Donc toi pour toi la pire loose du 15 de France, c'est pas les éliminations cruelles avec la finale Craig Joubert, c'est pas 2007, c'est pas ça c'est plus t'aimes le carnage. C'est plus dur qu'une loose. Toi t'aimes la violence. Une vraie loose pour moi, c'est vraiment quand tu c'est-à-dire qu'il y a même pas match quoi. Okay. Je trouve que là c'est vraiment la loose. C'était Philippe Saint-André qui était blasé. Ouais, c'est ça tout à fait. Bon, et on va écouter maintenant la réponse de Sofiane Guitoun pour selon lui la plus grosse loose, mais des clubs de rugby français cette fois. En termes de championnat, je vais dire, je vais me faire taper un peu sur les doigts. Je vais citer nos amis clermontois avec leur record de défaites en finale de championnat. Est-ce que tu es d'accord avec Guitoun ? En tant que briviste, je suis obligé de dire que je suis un petit peu d'accord avec lui. C'est l'ennemi naturel de Brive, clairement. Non, mais ouais, effectivement, c'est dur quand même quand on voit tout ce qu'ils ont traversé parce qu'ils ont eu de grands moments, ils ont eu beaucoup de finales. Pas beaucoup ont été couronnés, mais je le rejoins un petit peu. Ouais. Donc pour Clermont, club de la loose, s'il fallait donner l'étiquette... Désolé mes Clermontois, mais ouais, en vrai, je dirais Clermont. C'est à combien de finales paumées ? J'ai plus il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas exactement. Loin de 20, je pense. Hein. Oh, peut-être pas non plus 20, mais il y en a quelques-unes quand même. Bon, et tu nous as parlé du coup de la branlée qui t'est chère visiblement puisque c'est pour toi la plus grande loose du rugby français. Tout ce qui est souvenir, toi c'est quoi ton alors peut-être devant ta télé, ton souvenir le plus mémorable, ton premier souvenir même de rugby ou du 15 de France? Honnêtement, je sais pas. Moi, le truc qui m'a peut-être le plus marqué, c'était la finale de la Coupe du Monde 2011. Nous aussi. Oui, je fais à tout le monde en vrai. Hein. Mais là, j'avais du coup 12-13 ans. Et en vrai, je pense que c'est mon souvenir jeune qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus trauma, où j'étais
vite devant ma télévision en train de me dire mais c'est pas possible. Est-ce que tu rageais déjà sur Craig Joubert à 12 ans? Ouais, bien sûr, bien évidemment, c'était pas normal. De toute façon, j'imagine si tu dois regarder avec ton père rageait. C'est ça, exactement. Je me souviens, chez mes grands-parents et on était tous devant la télé en train de se dire mais c'est pas possible, on est les seuls à voir ce qui se passe là à la télé. Mais même moi à 12 ans, j'étais déjà aigri, je fronçais les sourcils et tout. Mais c'est assez drôle parce qu'il y a quand même un truc avec le 15 de France, t'as l'impression que plus l'équipe elle est pourrie, plus elle fait d'exploits, tu vois, parce que 2011, faut quand même pas puis on perd les Tonga. Ouais, on perd contre les Tonga alors grand respect aux Tongiens, mes amis Tongiens bien évidemment. Mais bon, on n'est pas censé perdre contre les Tonga quoi. On perd les Tonga en phase de poule, le passage est dramatique, derrière on sort un match en quart de finale, je crois contre les Anglais, légendaire. D'un coup l'équipe est devenue forte, elle est devenue injouable et puis après on retombe dans un match bizarre en demi-finale, on arrive en finale, on sait pas comment et puis en finale on a l'impression d'être meilleur. Et on se dit c'est pas possible et le match il nous échappe quand même. Mais de toute façon, on le dit souvent, il n'y a rien de pire que l'espoir. Ah non mais c'est terrible, on n'aurait pas dû en avoir parce que vu ce qu'on avait eu en phase de poule, je sais pas pourquoi on y a cru, c'est bête hein. Toi cette année on y a cru, boum, tout de suite. Ah ouais bah là au moins c'était réglé rapidement. On était chauffé à bloc hein. Est-ce que ce pataquès qu'on avait fait sur la Coupe du Monde de rugby 2023, est-ce qu'au final ça nous est pas un peu revenu en pleine gueule Bah c'est déjà revenu dans celle d'Antoine Dupont. Oui. Ouais, en plein visage en plus. Si, en vrai, je pense que... Et j'avais peur que ça soit pareil avec le Seven. Est-ce qu'on n'était pas trop sûr de nous, en fait? En fait, je me dis que peut-être un peu pris par l'enjeu, de se dire, on est à la maison, le stade est... En plus, le premier match face à on tape la Nouvelle-Zélande, la première défaite de leur histoire. On se dit, allez... Et avec la manière. Et avec la manière, c'est ça. On se dit, allez, c'est bon, on va être champion du monde. Déjà, après le premier match, on était déjà en train de se dire, bon, la Coupe du Monde, alors on va écrire France Rugby ou 15 de France, on sait pas trop. Non, mais je pense que, ouais, c'est... Après, le problème, c'est peut-être qu'entre deux matchs, comme il y a 3 mois, il s'est un peu déchauffé. C'est peut-être ça. Les mecs, bon, entre-temps, il y en a qui ont changé de métier et tout, donc... Ils ont pris la retraite. non, mais ça, ouais, peut-être qu'on s'est vu un peu trop beau, en vrai. Et petite dernière question pour finir sur le rugby français. Aujourd'hui, le pire rival de la France, est-ce que ça reste toujours l'Angleterre ou est-ce que l'Afrique du Sud, elle serait pas en train de... Ça dépend, vous placez où l'Argentine ici? Parce qu'en vrai, les Argentins... En Amérique du Sud alors, en Amérique du Sud, mais à part ça, dans la hiérarchie, parce que... En rugby? Ouais, bah en vrai, c'est pas un ennemi, c'est pas un immense ennemi, mais avec ce qui se passe, notamment avec le foot et tout, on sent qu'il y a quand même une cohésion entre les différentes fédés, quoi. Mais non, blague à part, l'Afrique du Sud, en fait, je sais pas si on crée une rivalité face à une équipe qui te marche dessus dans un moment important pour toi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou est-ce que c'est alors juste... que eux, ils en ont rien à... faire. Péter, ils ont mis la même aux Anglais juste ça, après. C'est juste une équipe sur leur passage à eux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, il y a quand même eu pas mal d'Argentins en top 14. Ah oui, il y en a beaucoup, ouais, notamment à Toulouse et tout. Il y a d'excellents joueurs, Choco Barès, etc. Malia, c'est de très très bons joueurs. Mais non, je plaisantais sur les Argentins, bien sûr, mais l'Angleterre restera l'ennemi français. Ce sera notre meilleur ennemi bien sûr. à vie. Mais est-ce que c'est pas le match préféré du C'est un peu une Madeleine de Proust, tu vois, battre les Anglais, c'est toujours un truc qui fait plaisir, même si ça a moins de saveur. Bah, j'ai limite l'impression qu'on est rivaux des Anglais, même quand t'es gamin, on te dit les Anglais c'est nos rivaux, mais au final on finit par même plus savoir pourquoi. On sait plus, mais juste c'est bien de les battre, quoi. Super. On sait pas pourquoi. Quelle meilleure conclusion à cette question. Et écoute, je te propose pour finir cette émission, Nogodi et Antoine, je vous propose qu'on passe sur notre dernière séquence qui s'appelle tout simplement l'espoiromètre. Move. L'espoiromètre. Alors peut-être. Bon, tout est dans le titre, tu nous rappelles quand même un peu le concept de l'espoiromètre. Le but de l'espoiromètre, c'est un peu de balayer les sportifs qui vont performer aujourd'hui, et un peu le niveau d'espoir, parce que tu vois, le truc cool des JO, c'est de se dire, tiens, il y a Shirin Boukri en judo, moins 48 kilos, que tu ne connais pas. Tu te dis, elle est extraordinaire et elle perd au premier tour. Je sais pas si elle va perdre au premier tour d'ailleurs. En gros, c'est une revue de ce qui va arriver aujourd'hui. Le revue des presque possibles médailles ou des vraies médailles. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui, Antoine? Le premier espoiromètre qui est énorme, ça reste quand même de rugby à 7. On en a déjà parlé. Tu jauges à combien de pourcents la médaille d'or en rugby à 7 là? Oh, la question piège. J'ai pas envie de jinxer les chances des Bleus en disant quelque chose là-dessus. En vrai, ce qu'il faut se dire, c'est que on a gagné le World Series, on a gagné les Finals, du coup, ce que j'avais dit, le fameux playoff. Donc en vrai, penser à la médaille d'or, c'est pas illégitime. Mais par contre, on n'était pas du tout favoris. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui est-ce que le rugby, du coup, on disait le rugby est meilleur quand ils sont pas favoris? Peut-être. Donc ils sont favoris. Peut-être que c'est. Donc ils vont perdre. Ça le problème. Alors attendez, là, dans quel sens on prend le truc? Non, mais en vrai, il y a plus les numéros 1 ni les numéros 2 mondiaux de la saison régulière, avec la Nouvelle-Zélande et l'Argentine qui sont sortis. Alors peut-être. L'Afrique du Sud. Alors, ils ont fait un super tournoi, mais sur la saison, c'est moyen.
Ouais, c'est vrai qu'on a des motifs d'espoir, on va dire. Par contre, en fait, le vrai problème, c'est les doubles champions olympiques, c'est les Fidjiens, qui sont... Ils sont très forts. C'est pas très forts, ils sont juste faciles. Ouais, ils sont au-dessus. C'est-à-dire que c'était vraiment impressionnant. On arrive à résister un peu contre eux, on les a joués notamment en poule, donc on se dit pourquoi pas, mais qui va réussir à tomber ces Fidjiens? Bon, déjà, il faut qu'on passe l'Afrique du Sud, parce qu'en vrai... Je pense que ça peut le faire, mais... Bon, voilà. et bah écoute, je pense que c'est la définition parfaite Voilà. de l'espoiromètre au final. Ça peut le faire. Ça peut le faire sur un malentendu. On verra. Bah en vrai, Mais- je me dis que maintenant que je vous ai rencontré, je me dis que allez, si aujourd'hui il n'y a pas de médaille, vous au moins vous serez content et je serai content pour vous. T'as tout compris notre donc concept. voilà. C'est une magnifique conclusion à cette émission. On arrive à la fin donc de cette première émission d'Objectif 80 médailles. Merci de nous avoir écoutés. Merci Nogodi pour ta venue. Merci. On te souhaite de très bons JO. Merci à tous ceux qui nous aident en régie, Cécile, Juliette, Charlie. On se donne rendez-vous demain, même heure. On vous retrouve sur Move à 12h30 avec un nouvel invité. Ce sera Casquette Verte, le trailer parisien qui sera avec nous. Bonne journée aux JO et à demain. À demain. À demain.